Énième rendez-vous et nous sommes les plus heureux de vous avoir toujours fidèles à nos différents programmes. Et une fois de plus aujourd'hui, nous allons nous édifier mutuellement sur le thème qui a été prévu, que vous avez vu dans les groupes, que vous avez vu aussi sur les différentes affiches qui ont circulé. Et nous vous disons merci, en bref. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Puisque le temps est en train d'avancer, on attendait qu'on soit un nombre considérable avant de lancer, mais je crois que nous allons commencer quand même et les autres vont nous rejoindre. Alors, comment ça va se passer? Comme vous le savez, euh, nous commençons toujours avec une introduction et ce sera encore le cas aujourd'hui. Après la petite introduction du thème, nous allons présenter Vision Africa, qui est la plateforme qui vous accueille aujourd'hui, en juste 5 minutes. Euh, Ensuite, nous allons passer à la présentation de l'intervenant, Monsieur Symphorien Zahira, que vous avez vu sur l'affiche. Et après, nous aurons des moments d'échange et des questions et réponses entre intervenants et participants. Après, nous allons collecter les différentes recommandations. Ensuite, nous passerons à la conclusion. Merci beaucoup. Monsieur Symphorien, s'il vous plaît, en attendant de vous accorder la parole, est-ce que c'est possible d'éteindre votre micro, de fermer votre micro, s'il vous plaît, et la caméra aussi, si c'est possible. Merci beaucoup. Alors, comme j'étais en train de le dire, nous allons commencer avec une petite introduction. Bienvenue une fois de plus à ceux qui sont en train de se connecter et nous rejoindre. Nous sommes très ravis de vous accueillir dans ce webinaire sur la fiscalité minière en République démocratique du Congo. Nous allons ensemble explorer les différentes exigences de l'État congolais en matière d'exploitation de minerais, tant dans l'artisanat que dans l'industrie. Alors, c'est quoi l'importance de la fiscalité minière? Peut-être qu'il y en a qui se sont posé cette question. Nous avons à savoir que la fiscalité minière, c'est un enjeu qui est vraiment crucial pour le développement économique de notre pays. Parce que les ressources minières sont abondantes en RDC. On le dit presque dans tous nos webinaires. On rappelle la phrase fétiche que l'on entend partout, que la RDC est un scandale géologique. Mais toutes ces ressources, nous devons nous assurer que leur exploitation profite à l'ensemble de la population. Et ce que nous savons, c'est que le secteur minier, il représente environ 10% du PIB de la RDC. Et plus de 80% des exploitations, des exportations qui se font dans notre pays sont dans ce secteur-là. Mais malgré qu'il y a ces chiffres qui sont vraiment impressionnants, la RDC reste paradoxalement l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors, c'est qu'il y a plusieurs défis qui font à ce que l'on se retrouve, malgré toute la richesse que comporte notre pays, que l'on se retrouve encore à un niveau bas où la population est comptée parmi les plus pauvres. C'est à cause de plusieurs défis comme la corruption, l'évasion fiscale, il n'y a pas trop de transparence
mais aussi il y a souvent l'exploitation artisanale qui n'est pas vraiment bien réglementée. Alors, on a trouvé, en tant que Vision Africa, qu'il fallait parler de cette fiscalité minière parce que c'est un outil essentiel pour nous aider à relever ensemble ces différents défis et garantir que les ressources minières que nous avons en RDC vont vraiment contribuer au développement du pays. Alors, c'était ça l'objectif que nous avons euh, eu et que nous vous avons proposé pour échanger avec vous, écouter notre expert, l'intervenant du jour, mais aussi partager aussi ce que nous avons comme connaissance en la matière. Parce que Monsieur Symphorien, ce n'est pas qu'il est le seul à avoir des informations dans le domaine. Nous avons tous quelque chose à partager, quelque chose avec lequel contribuer pour nous aider ensemble à enrichir nos connaissances et trouver ensemble des voies de sortie, chacun dans son domaine, afin de pallier à ces défis-là. Nous allons, comme je l'ai dit en commençant, nous allons donner 5 minutes à M. Armel de Vision Africa de se présenter et présenter en bref l'organisation. Alors, avant de passer à lui, je vais aussi me présenter. J'ai passé cette étape-là, le temps que les autres se connectent. Je vais assurer la modération du webinaire du jour et je m'appelle Germaine Bahati. Je suis la responsable du plaidoyer au sein de Vision Africa. Merci beaucoup et je donne la parole à M. Armel. Après lui, nous allons passer à notre intervenant du jour. Merci et bienvenue, M. Armel. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous me captez. Sauf que vous ne suivez pas M. Armel, c'est M. Akram Toumsifou qui essaie de faire la présentation de Vision Africa. Comme l'a dit Madame Germaine, Vision Africa, c'est la plateforme qui vous accueille. Et c'est une organisation engagée pour l'épanouissement de la jeunesse et la construction d'un avenir meilleur pour tous. Vision Africa existe depuis 2013 et plus brillamment même, depuis 2024. Notre vision est de voir un monde en paix, juste et prospère, où chaque jeune est un acteur clé dans la construction d'un avenir équitable, inclusif et durable. Telle est notre vision. Nous avons toujours reconnu et professé que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, mais c'est surtout la force du présent. Aujourd'hui, les énergies juvéniles sont plutôt exploitées pour détruire, mais nous, Vision Africa, sommes convaincus que ces énergies peuvent être mieux canalisées et utilisées pour construire et bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. Nos domaines d'intervention sont au nombre de 3. D'abord, l'éducation, la résilience économique et enfin, les plaidoyers pour l'exploitation éthique des minerais. Comme l'a dit Madame Germaine, la RDC ne doit pas se limiter qu'aux qualificatifs des scandales géologiques, mais ces qualificatifs doivent s'inscrire dans la réalité et que tout le monde, tous les citoyens congolais, puissent jouir des revenus de l'exploitation minière. Ça ne sert à rien d'avoir des minerais si ça ne profite pas à la population, ou surtout si ça cause malheur à la même population. Nos programmes phares sont les suivants. Pour cette année que nous sommes en train d'achever, et même l'an prochain, nous avons un projet qu'on appelle École mobile. C'est un programme éducatif innovant qui offre à plus de 100 enfants, pas 100 enfants seulement, mais des centaines d'enfants, ici des milliers défavorisés, un accès à l'apprentissage grâce à des tablettes interactives. Pas seulement des tablettes, mais aussi grâce à tout ce qu'on peut considérer comme outils numériques. Nous avons les forums de leaders religieux et leaders communautaires
C'est un espace de dialogue qui réunit des responsables religieux de différentes confessions afin d'échanger sur les enjeux liés à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. À ces forums participent aussi des leaders communautaires, des leaders des associations féminines, des leaders des associations des personnes vivant avec handicap et des leaders des associations des jeunes. Nous avons le forum des jeunes des églises. C'est une plateforme qui réunit des jeunes de différentes confessions religieuses pour dialoguer, réfléchir et agir ensemble en faveur de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Nous avons notre projet La paix commence par ici. C'est un programme de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la sécurité numérique, la lutte contre la désinformation, la communication non violente, la résolution pacifique des conflits plutôt, mais aussi la résilience psychologique et la guérison des traumatismes. Ces plateformes, par la paix commence par ici, Vijana Africa fournit des outils concrets pour prévenir des conflits, renforcer la résilience et bâtir une paix durable. Voilà en quelques mots la présentation de Vijana Africa comme organisation qui organise ce webinaire. Merci Madame Germaine et merci à tous les participants à notre webinaire de ce jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Akram, pour cette riche présentation. Pour nos habitués, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Donc, quand on fait cet exercice-là, c'est pour ceux qui nous rejoignent au jour le jour et qui viennent prendre part à nos rendez-vous pour leur première fois. Merci beaucoup. Et comme je l'ai annoncé, après M. Akram qui a présenté Vijana Africa, nous allons passer la parole à notre expert du jour, M. Symphorien Zahera, qui est expert en fiscalité. Il va nous donner plus de détails sur sa personne dans sa présentation, dans son introduction. Et en général, il va parler de la fiscalité minière. Et comme vous l'avez certainement lu, il va nous parler des différentes exigences de l'État congolais dans le domaine de l'exploitation des minerais. Cela dans l'artisanat et dans l'industriel. Alors, vous avez 30 minutes pour faire votre présentation. Ce que nous proposons, c'est que nous puissions laisser l'intervenant faire sa présentation, de noter, si on a des questions, de les noter dans le chat pour ne pas oublier, parce qu'il y a des gens, quand on passe à autre chose, ils peuvent oublier. Alors, pour ne pas oublier, si vous avez une question tout de suite par rapport à ce que dit l'intervenant, nous vous demandons de la noter dans le chat. Comme ça, puisque nous avons 35 minutes après d'échange, nous allons commencer par les questions du chat avant de passer le microphone à tous les participants pour poser leurs questions de vive voix. Cela va nous permettre de gagner en temps, mais aussi parce il peut y avoir des questions qui sont semblables et les noter dans le chat nous permet de savoir comment les grouper pour y répondre sans avoir à faire des redites. Merci beaucoup à tous. Nous passons la parole à M. Symphorien qui va se présenter d'abord, nous donner d'autres détails que peut-être nous n'avons pas pu donner, mais aussi prendre tout son temps pour nous présenter ce qu'il a prévu aujourd'hui sur la thématique de la fiscalité minière. Merci beaucoup. Et nous voudrions vous signaler que la réunion est enregistrée pour des raisons d'archivage, pas pour des raisons d'espionnage. Donc, c'est juste pour que nous puissions avoir, après l'enregistrement,
cours, des questions, juste des rapportages et tout. Alors, bienvenue, Monsieur Symphorien. Vous avez la parole pendant 30 minutes. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Germaine, et bonjour à tous les participants. Je ne sais pas si je suis suivi par l'antenne. Est-ce que je peux continuer? Continuez, nous vous suivons. Merci. Nous n'aurons pas vraiment beaucoup de temps par rapport à la matière à présentation. J'ai horreur de passer beaucoup de temps à me présenter. Je m'appelle Symphorien Zahera, c'est-à-dire je suis expert fiscaliste. J'évolue dans un cabinet d'affaires qu'on appelle cabinet des études et des ventes de services en Afrique, cabinet CABES. Donc, en tant que fiscaliste, c'est-à-dire j'ai travaillé dans les organes et les structures de l'État s'occupant de la perception des taxes et impôts de l'État. Et cela a contribué beaucoup dans ma formation. En ayant terminé aussi en fiscalité à Makelele, vous connaissez Makelele, c'est où? C'est en Ouganda. Des fois, par rapport à tout ce que nous vivons, nous avons difficilement à dire ce que nous avons déjà bénéficié des autres pays, afin de ne pas peut-être gâter la situation sociale. Mais sinon, tout ça n'a pas assez d'importance que ce que nous allons partager aujourd'hui. Je ne sais pas si cela est suffisant, mais aujourd'hui, tout comme dans les différentes occasions, j'ai compris que Viviane Africa, dans la formation des jeunes, avait besoin de comprendre pourquoi nous continuons à sombrer dans la misère alors que nous avons des ressources énormes en prévision. Et de cette situation, il y a un intervenant qui nous a aidé ici à nous parler richement sur la traçabilité. Voilà pourquoi est-ce que le thème d'aujourd'hui voudrait renforcer que la fiscalité minière peut contribuer au développement et surtout renforcer la traçabilité du traitement et de la vente de nos minéraux. Voilà. Par la fiscalité minière, nous allons commencer. Tout ceci commence par les codes miniers. La République démocratique du Congo s'est organisée à avoir un cadre juridique pouvant permettre l'exploitation et la vente de ces matières premières. Et c'est là, quel est le cadre, quel est l'organe administratif qui s'en occupe? L'organe administratif qui s'en occupe s'appelle le ministère des Mines. Le ministère des Mines, c'est l'organe politique. Mais maintenant, l'organe fonctionnel, c'est le secrétariat général des mines. C'est comme ça que vous trouverez. Dans les codes miniers, on définit la politique minière. Tandis que dans l'exécution des faits, on accompagne, on explique la fonctionnalité de cette politique par ce qu'on appelle règlement minier. C'est-à-dire, le législateur définit la politique minière du pays, mais maintenant, dans l'exécution, le secrétariat général, les différents experts, les différents cadres du secrétariat général fournissent le règlement minier, c'est-à-dire la fonctionnalité de cette politique. Comment doit-on nous comporter vis-à-vis des circonstances d'extraction minière, d'exploration minière, des ventes minières? C'est peut-être toutes ces circonstances, parce que c'est des grands chapitres. On ne saura pas tout expliquer aujourd'hui, mais on va donner la généralité pour nous permettre d'avoir une idée. Parce que l'autre fois,
nous sommes tombés dans des interventions où j'ai écouté un intervenant dire non, l'État tracasse dans l'État tracasse dans les activités des mineurs ou des trésors. Et cela nous a poussé, ou a poussé l'idée en Afrique à nous poser la question, est-ce qu'il y a possibilité de clarifier les débats par rapport à cette question? C'est dans ce domaine que le ministère des Mines est subdivisé en ceci. Le ministère, c'est l'organe politique, comme je l'avais dit. Maintenant, cet organe politique s'accompagne du secrétariat général des mines. Le secrétariat général des mines est subdivisé lui-même en différentes directions d'exploitation. Il y a la direction des mines, il y a la direction des géologies, il y a la direction d'inspection et de contrôle. Bien entendu, dans chaque administration, il y a aussi la direction des finances et des ressources humaines, mais il y a aussi la direction d'hydrocarbures. Il y a aussi la direction qu'on appelle DPEM. La direction DPEM, c'est-à-dire la direction de la protection environnementale minière. Toutes ces directions s'accompagnent encore d'autres organes sectoriels. D'autres organes sectoriels, c'est comme un organe qui s'occupe de la situation foncière, parce que c'est là que ça commence. La situation foncière de nos ressources. Et cet organe s'appelle les cadastres miniers. CAMI, c'est un organe, un département, un service public qui accompagne la direction, enfin qui accompagne les ministères des mines dans la gestion foncière des mines. Je crois que je me fais comprendre. En dehors des CAMI, en dehors du cadastre minier, il y a un autre service public qui gère les artisanaux. Ce service public s'appelle SAEMAP. SAEMAP, ce que signifie Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle. C'est-à-dire, les artisanaux sont aussi organisés autour d'un service public qu'on appelle SAEMAP. C'est-à-dire, à partir de SAEMAP, nous allons devoir comprendre pour le long de notre exposé, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut-il se comporter dans les différentes étapes d'exploitation minière. Au-delà de ça, il y a maintenant l'étape de la vente de ces minéraux. Après qu'on ait trouvé les minéraux, on les vend. Il y a un service public qui encadre aussi ces ressources. Parce que, si vous comprenez bien, vous voyez bien que toutes ces étapes renforcent la traçabilité qui avait été évoquée lors de l'intervenant déjà dit. Ces services qui encadrent la vente s'appellent CEC. CEC, ça signifie le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des minéraux. Alors, donc, en dehors des directions des mines, les directions qui sont des administrations du secrétariat général, qui appliquent la politique du ministère des Mines, il y a maintenant 3 services qui accompagnent ces directions. Les 3 services, nous avons, comme nous l'avons dit, les CAMI, c'est-à-dire les cadastres miniers. Nous avons les SAEMAP, c'est-à-dire les services d'assistance, d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Et aussi, nous avons les CEC. Les CEC, eux, les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des minéraux. Comment se répartissent les rôles? C'est-à-dire, le règlement minier s'applique à partir des directions dont je vous ai parlé ici, que constitue le secrétariat général des mines. Et vous allez voir à chaque étape où et quand faut-il
contacter chaque service. Nous commençons d'abord par le cadastre minier. Parce que pourquoi nous commençons par le cadastre minier? Nous commençons par le cadastre minier parce que tout commence par la situation foncière. Les cadastres miniers, ou alors je vais d'abord commencer par vous expliquer, en ce jour, j'ai écouté quelqu'un se demander pourquoi nous voyons beaucoup de minéraux partir, même avec la terre, on l'amène. À l'époque, avant la modification du code minier, nous avions les monopoles. Quand je dis nous, c'est-à-dire l'État. L'État congolais avait les monopoles d'exploitation, d'exploration et de vente de toutes les ressources fiscales. Mais avec l'évolution et la globalisation, on a libéré, on a fait la libéralité. Et tout ça dans un cadre juridique qu'on appelle code minier. Et quand on avait les monopoles, on avait ce qu'on appelait la générale des carrières et des mines. C'est-à-dire, c'est l'État qui avait la gestion de toutes les carrières et de toutes sortes d'exploitation ou d'exploration des mines. C'est ça qu'on appelait la GECAMINE. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours là, la GECAMINE, mais toutefois, les rôles ont été restreints. Les attributions ont été restreintes à cause de la libéralisation et des réformes. Maintenant, comme vous connaissez la Constitution, l'article 9 de la Constitution consacre et dit clairement que les sols et les sous-sols, parce qu'il y en a qui font la confusion, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Que cela soit l'espace, que cela soit de l'eau, parce qu'il y en a qui font la confusion, qui disent « Oh non, ça ne se reproduit pas dans la nouvelle Constitution ». Non, ça se reproduit. Parce que quand vous lisez bien l'article 9, vous écouterez, c'est dit que l'État appuie la souveraineté permanente sur l'eau, l'espace, les sols et les sous-sols. La souveraineté a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect des propriétés et tous les autres cadres. Vous connaissez ce que ça signifie, la souveraineté. Alors, c'est dans ce cadre-là que l'État s'est organisé à gérer les sols en cadre de sous-sol. C'est comme ça qu'il a institué un organe spécifique qu'on appelle cadastre minier. Les cadastres miniers, en ce jour, travaillent avec des satellites qui sont capables de détecter autant de matières premières dans chaque coin de notre République. Maintenant, le cadastre minier sait partager. Il sait quels sont les carrés miniers qui sont déjà occupés et qui ne le sont pas encore. Parce que c'est peut-être là que nous allons passer beaucoup de temps et c'est là même la cause de notre souci. Vous vous rappelez que l'autre fois, quand je suis intervenu, je suis arrivé à dire pourquoi n'appelle-t-on pas ça les minéraux de sang et non pas les minéraux de conflit. Mais les conflits, vous allez comprendre aujourd'hui dans les détails d'où viennent-ils à partir de la gestion du sous-sol. La gestion du sous-sol est sous l'obédience et la compétence du cadastre minier. Comme dans les cadastres qui gèrent nos parcelles, c'est-à-dire qui gèrent nos sols ici, parce que si vous voulez vous acheter les hectares et consorts, vous allez partir au cadastre. Maintenant, les sous-sols, c'est la même chose. Les sous-sols est géré par le cadastre minier. Vous pouvez avoir des hectares, comme c'est de notre coutume. Nous avons des hectares, oh voilà, moi-même qui vous parle, mon grand-père a une forêt qui mesure de 5 km. Quand vous convertissez ça, ça fera 5 km, ça fait 5000 ou 5000, je ne sais pas moi combien d'hectares, sur 20 à l'intérieur. Mais dedans, les sous-sols, on ne connaît pas ce qui se trouve dedans. Mais le cadastre minier connaît qu'est-ce qui se trouve dans cette forêt-là que nous nous attribuons. Étant donné que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, mais cela n'empêche qu'il y ait d'appropriation sociale par rapport au positionnement de chaque communauté.
Maintenant, comment les cadastres miniers arrivent à vendre les carrés miniers? Parce que c'est là qu'on va parler de la fiscalité. Parce que les gens peuvent se demander, mais où intervient la fiscalité? C'est là que ça commence. Lorsque quelqu'un veut explorer et trouver des minerais dans telle circonscription, il va contacter un cabinet d'études. Ce cabinet d'études, il présente les données. Il présente les données à ce cabinet d'études, parce qu'il y en a nombreux. Ce cabinet d'études va lui donner les préalables qu'il faut par rapport à ça. Et le monsieur ou l'organe ou la société va se présenter au cadastre minier. Pourquoi il va se présenter au cadastre minier? C'est à partir de là qu'on va lui donner un certificat de recherche. Là, vous êtes juste au niveau d'aller chercher dans tel domaine, de telle place. Vous voulez savoir peut-être que vous avez des idées, des informations que là-bas, il y a ceci, il y a, par exemple, en ce jour, nous ramassons des pierres que si on les connecte, ils brillent, ils allument même les ampoules, ce qui est signe de lithium, par exemple, en ce jour. Et donc, vous supposez qu'il peut y avoir suffisamment de lithium là-bas. Mais maintenant, comment faire pour en arriver là? C'est comme ça que vous allez partir au cadastre minier chercher un certificat de recherche. Arrivé au cadastre minier, là, je ne saurais pas donner les chiffres par rapport à la perception, parce que toute la fiscalité tourne autour de la perception, parce que la fiscalité elle-même, c'est une branche qui sert à la perception, donc à chercher les moyens pour l'État, parce que l'État lui-même vit des impôts. Et je pense que c'est là que vous devez comprendre pourquoi on parle de la fiscalité. Maintenant, une fois que vous arrivez au cadastre minier, le cadastre minier, vous allez présenter les études au cadastre minier. Et pour que vous ayez un draft d'études, parce que vous devez passer par un cabinet. Et c'est ce cabinet-là qui vous donne les modalités. Ce cabinet-là se présente au cadastre minier et le cadastre minier vous fixe les modalités de paiement. Et il vous confie les certificats de recherche. Le certificat de recherche, c'est ce qu'on appelle acte générateur. L'acte générateur, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'exploration, dans les termes vulgaires. On appelle ça l'exploration. Donc, la recherche des minéraux ou d'un gisement. Un gisement, on en parle quand il s'agit d'une exploitation industrielle. Mais maintenant, le document qui vous permet de faire ça dans tel domaine ou telle circonscription s'appelle le certificat de recherche. Or, ce certificat, son coût dépend de l'évaluation des données des cabinets par rapport aux données que les cabinets avaient présentées au cadastre minier. Et c'est là qu'ils vont donner les coûts. Et ces coûts-là, et la durée de ces explorations peut prendre 1 ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4, ou 5. Ça dépend de la grandeur et de la profondeur des études que vous allez présenter au cadastre minier. Et c'est là que commence la malhonnêteté d'évasion fiscale. Vous trouverez quelqu'un a décroché au cadastre minier un certificat de recherche, il trouve déjà un gisement ou des matières à exploiter, il commence l'exploitation parce qu'il y a des étapes dans l'exploration. Et tout ça se fait avec l'accompagnement des Congolais. Que cela commence, que ce soit, oh voilà, c'est un Chinois qui est venu, il a fait un certificat dans tel domaine, mais il n'ira pas avec les Chinois, il ira avec les Congolais, les jeunes Congolais. Vous êtes dans la période d'exploration, c'est-à-dire des recherches des matières premières, vous devez revenir au cadastre minier, présenter les rapports de ce que vous avez trouvé. Et à partir de ces rapports, on sait maintenant vous donner ce qu'on appelle PE, c'est-à-dire permis d'exploitation. Et ces permis d'exploitation s'octroient à la direction des mines, au secrétariat général. Mais maintenant,
ce permis d'exploitation, ce permis-là, quel est son coût? C'est difficile à vous fixer. Les coûts ne sont pas, les coûts sont estimatifs. Les coûts dépendent de la quantité de gisements que vous avez découvert. Si par exemple, vous allez dans tel domaine ou dans telle circonscription, après la recherche, après votre exploration, vous revenez. Bien entendu, on fait la contre-expertise avec les agents de l'État dont vous connaissez la pratique. Vous venez, vous dites, bon voilà, nous avons découvert à Roubaïa, je prends un exemple banal, à Roubaïa, nous avons découvert 10 millions de tonnes de coltan. C'est un exemple banal, ce n'est pas ça ce qui se trouve à Roubaïa, mais moi je donne un exemple banal. Donc, 10 millions de tonnes de coltan et ça peut s'exploiter en 30 ou 50 ans. Vous voyez. Maintenant, on évalue ça. On évalue la quantité du minerai, le temps, l'investissement. Et c'est ça qu'on appelle chiffre d'affaires. Vous déposez ça dans les caisses de l'État. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer ce qu'on appelle l'exploitation industrielle. C'est ce qu'avait fait Alpha Mine en RDC à Walikale. Maintenant, les mal commencent à quel niveau? Les mal commencent, comme je vous l'ai dit, à partir de l'exploration. On peut avoir découvert, on a donné un certificat. Et lorsqu'on donne un certificat, c'est la DGRAD qui donne. La DGRAD est l'entreprise et les services publics de l'État qui permet à vendre les imprimés, qui vend les imprimés par rapport à chaque prestation de l'État. C'est-à-dire, quelle est la prestation à ce niveau? La prestation à ce niveau, c'est l'octroi de ces certificats. Et c'est ça qu'on appelle même l'effet générateur. L'effet générateur est la recherche, l'exploration. Maintenant, quel est l'imprimé qu'on donne? L'imprimé qu'on donne, c'est les certificats. Et c'est de cette prestation qu'on fixe maintenant les coûts. Les coûts ici n'est pas un montant fixe. Ça dépend de l'évaluation et des données des études du cabinet qui sont venus soumettre et souscrire la demande. Donc, il faut noter qu'au cadastre minier, quelle que soit la catégorie de l'exploration que vous allez passer, ça dépend. Quand il s'agit d'une exploration artisanale, la CMAP va vous donner les différentes modalités. J'espère que tout le monde me suit si je ne m'abuse pas. Je peux continuer? Oui, nous vous suivons très, très bien, monsieur Symphorien. Oui, nous vous suivons très bien. S'il vous plaît, si on peut faire signe pour rassurer l'intervenant qu'on est en train de le suivre. Merci beaucoup pour ceux qui font les signes de doigts. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Okay. Merci. Nous continuons. Nous n'avons pas beaucoup de temps et nous continuons. Maintenant, je disais que la malhonnêteté commence à quel niveau? Quel que soit celui qui va venir présenter la demande au cadastre minier, le cadastre minier lui accorde les certificats. Dans l'exploration, vous trouverez, et ça se passe par exemple à Moualou, dans le nord, à Luturi, au Bas-Ouélé, au Haut-Ouélé, où les Chinois demandent, ils viennent chercher ces explorations, on leur accorde le temps au vu de la difficulté terrienne. Quoi. Bon, maintenant, vous savez, il y a des zones qui ne sont pas accessibles. Il y a tous ces problèmes de sécurité. On peut leur accorder le temps, par exemple, de 5 ans d'exploration afin qu'ils sachent réaliser réellement. Parce que vous pouvez tomber dans la recherche, vous pouvez tomber sur un anicroche d'un filon. Un filon, c'est un enchaînement de minéraux dans un couloir souterrain. C'est ce qu'on appelle filon. Bon, vous tombez sur cet anicroche-là. Il vous faut savoir la suite de ce filon. Il est allé à quel niveau? Parce que dans les sous-sols, il y a des niveaux où le filon, dans son passage, est bloqué. Mais parce qu'il est bloqué, il a cherché une déviation. Et tout ça, ça nécessite du temps. Lorsque vous amenez tous, on accorde beaucoup de temps. Maintenant, les malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on vous a accordé, et avec la technologie actuelle,
vous avez la possibilité de détecter ça en peu de temps. Et à partir de votre certificat de recherche, vous commencez l'exploitation. Et lorsque vous commencez l'exploitation, c'est avec les Congolais. Et les Congolais ne signalent pas à l'État dont ils demandent tous les jours. Tous les jours, ils disent à notre État, et voilà, et ça n'existe pas. Mais quand on vole l'État, c'est avec votre complicité. Les gens sont dans l'étape de la recherche. Ils ont retrouvé facilement, parce qu'avec la technologie, nous, les cadastres miniers, se permet de leur accorder beaucoup de temps, 5 ans. Pendant qu'en une année, ils auront découvert tous les gisements possibles, ils commencent l'exploitation. Et là, l'État ne gagne rien. Il commence l'exploitation, et tout en commençant l'exploitation, parce qu'est-ce que l'on gagne quand il y a l'exploitation identifiée? On gagne ce dont je vous ai parlé ici, la garantie, les chiffres d'affaires doit être versé dans les caisses de l'État. C'est ce qu'on appelle la garantie. Et ça, c'est calculé en termes de la valeur de toute la quantité de gisements. Maintenant, lorsque vous commencez à exploiter, on ne sait pas identifier les trésors et les mineurs que vous allez utiliser. Parce que ce n'est que quand vous présentez le gisement que vous avez découvert que vous allez présenter le risque, l'assurance, et même la quantité, les matériels. C'est à partir de tout ça que l'État peut savoir maintenant se retrouver. Il faut que les gens, voilà pourquoi j'ai dit estimer l'objectif de l'État en Afrique dans la formation et l'éducation. Il faut que les jeunes s'approprient les informations de leur État, comment ça évolue dans un État, comment ça évolue dans chaque domaine. Et c'est comme ça qu'on aide l'État. Mais maintenant, ces gens-là, ces Chinois-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent. Or, quand ils exploitent, les mineurs qui sont là-bas, vous êtes les mêmes victimes de cette complicité. Les mineurs qui sont là-bas ne sont pas identifiés. On les paye comment? Parce qu'ils ne sont pas identifiés. Or, il y a une loi qu'on appelle SMIC. Et des fois, quels sont au-delà de leur rémunération? Ils ont des droits, des indemnités par rapport à ceci, à ceci. Et cela ne dépend que quand ils sont identifiés, quand on a identifié les services que l'entrepreneur est en train de faire. On doit payer on doit supporter pour eux ce qu'on appelle le revenu sur le revenu professionnel et autres redevances. Or, on ne peut pas aller taxer la redevance dans l'étape des recherches. Ça, on ne peut pas. Bon, voilà quel sera le manque à gagner de l'État lorsque ces gens-là exploitent illégalement. C'est ça qui s'appelle maintenant l'exploitation illégale. Voilà les manques à gagner. Voilà comment ce qui entraîne l'évasion fiscale. L'évasion, comment? Ça évite la fiscalité. Or, la fiscalité étant le seul instrument, le seul processus permettant à l'État de percevoir les moyens pour sa politique. Vous demandez à l'État de vous faire le courant, les routes, mais c'est avec quoi l'État va faire? C'est avec l'argent qu'il perçoit dans les impôts, dans les taxes, dans les redevances. Bien entendu, il y a un autre point qu'on appelle la gouvernance. De cette gouvernance, tous ces points-là, ce sont des points pour lesquels nous tous, chacun où il se trouve, doit s'approprier. Nous tous. Ce n'est pas seulement l'erreur de tel, il faut doit être, oh non, oh baïbak, comme on dit. En bon, mais quand toi tu as choisi tel député qui ne fait pas son travail, tu as participé dans ça. Quand ça se vole là-bas, tu as participé dans ça. Alors, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-bas parce qu'il faut qu'on termine, il faut qu'on fasse ne fût-ce que la généralité de beaucoup. Maintenant, on a fini l'étape des recherches, on amène le résultat au cadastre minier. Les cadastres miniers et les inspecteurs, je vous ai parlé ici, il y a des inspecteurs des mines. Les inspecteurs des mines, des contrôles des mines, vont aller vont aller faire la contre-expertise de ce que vous avez présenté comme élément. S'il vous plaît, je suis en conférence. Je suis en conférence. Vous pouvez revenir. Ça va.
Alors, après la certification de la contre-expertise des agents de l'État qui viennent ici de la direction des contrôles et d'inspection, on va maintenant présenter ces données à la direction des mines du secrétariat général des mines. À partir de là, on prépare les documents. Et les documents, c'est ce qu'on appelle le permis d'exploitation. Les permis d'exploitation, ça devient maintenant ce qui vous permet d'exploiter industriellement une mine. C'est vous qui présentez les matériels dont vous avez besoin. C'est vous qui connaissez la quantité des gisements. Et l'État connaît la valeur boursière de tous ces gisements. Vous allez présenter votre investissement, c'est-à-dire les moyens que vous allez utiliser. L'État doit voir quels sont les dégâts que vous allez causer dans votre exploitation. Et quand vous en arrivez à ce point-là, c'est là qu'intervient la direction des protections et des protections environnementales minières. Voilà pourquoi est-ce que les jours-là, il y a quelqu'un qui a dit, d'ailleurs, on exploite, on ne trouve rien. Voilà. Comment est-ce que la population se retrouve? La population se retrouve à partir de ces assurances-là. Si, par exemple, dans le traitement des minéraux ou dans l'exploitation, vous arrivez à polluer l'eau. Or, les exploitations ne se font pas en ville. Les exploitations se font dans les forêts profondes. Dans les forêts profondes, il n'y a pas de résidus des eaux, comme vous le savez. Nous qui sommes des forestiers, nous buvons l'eau des rivières. Maintenant, dans notre forêt, il y a des mineurs qui viennent, ils vont commencer à exploiter et ils vont utiliser l'eau que nous utilisons là-bas. Maintenant, qu'est-ce que l'État prévoit? C'est là qu'intervient la direction des protections environnementales des mines, qu'on appelle DPM. Maintenant, on demande à l'entreprise de trouver les moyens palliatifs, soit de créer des fontaines ou des forages pour la population. Ça devient maintenant un impact environnemental. Et créer, où est-ce qu'on va trouver ces moyens-là pour les champs, les occuper? Parce que maintenant, la forêt pour nous les forestiers, c'est ça notre travail. Nous, il n'y a pas de chômeurs au village, il n'y en a pas. Tout le monde s'occupe de la forêt. Soit tu es chasseur, soit tu es agriculteur, soit tu es coupeur de noix de palme, mais c'est comme ça que nous évoluons dans la forêt. Il n'y a pas de chômeurs. Et les chômeurs sont des bandits. Donc des voleurs, directement on vous qualifie des voleurs ou des bandits. Parce que tout le monde la journée doit aller dans la forêt. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui vient acheter cette forêt-là pour dire, bon voilà, il va exploiter. Maintenant, l'État l'oblige de créer des emplois. En dehors des mineurs, parce que tout le monde ne peut pas aller aux mines. Il y a des vieillards qui ne vont pas aller aux mines. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer des emplois, tout en créant les écoles, les centres de santé et d'autres activités communautaires. Maintenant, tous ces moyens vont venir pour. On prend dans les chiffres d'affaires déclarés, dans votre garantie, 0,03%. Voilà pourquoi est-ce que je ne donne pas des montants. Ce sont des chiffres estimatifs. On prend 0,03% de votre chiffre d'affaires, on impacte ça dans l'assurance, ce qu'on appelle l'assurance vie de la population environnante de la mine ou du gisement et de votre exploitation. Qui vont gérer ces fonds? Ce ne sont pas seulement les chefs coutumiers. Ceux qui vont gérer ces fonds sont les représentants de la société civile de cette communauté. Là, il y a une commission, les représentants de la société civile, il y a les représentants des DPM, il y a les représentants du ministère des Affaires sociales, il y a les représentants de l'ACER, l'agence de l'environnement, oui, c'est ça, et l'agence de l'environnement. Donc, on crée cette commission pour gérer ces fonds-là en faveur de la communauté sur place là-bas. Voilà l'intérêt d'avoir
une mine. Donc, les jeunes, quand l'on vous emploie, vous êtes les yeux et les organes de l'État. Plus il y aura des moyens, plus l'État aura des marges, des manœuvres par rapport aux désidérata, par rapport à ses charges. Si nous-mêmes, nous ne faisons pas, si nous-mêmes, nous ne nous approprions pas les réformes, en tout cas, on n'en arrivera à rien. C'est du vent qu'on va continuer à vendre. Oh voilà, la RDC. Donc, je suis en train de répondre à cette question-là de ceux qui disent pourquoi nous avons suffisamment de minéraux et nous vivons la misère. Bon, l'État ne va pas commencer à donner de l'argent aux gens, non. Parce que nous vivons la misère parce qu'il n'y a pas de route. Par exemple, sortir du paddy, de la forêt pour les marchés, les centres pour les marchés, il y a l'obligation de créer des routes. Mais avec quoi il va créer des routes? C'est avec ce genre de moyens. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous parle que la fiscalité contribue au développement, la fiscalité. Or, le respect de la fiscalité ne dépend pas seulement de l'argent percepteur, non. Bien entendu, et d'ailleurs principalement du contribuable. Qui est contribuable? Le contribuable, c'est celui qui paye par rapport à ses prestations. L'argent percepteur n'est que quelqu'un que l'État utilise pour récupérer ou pour vous demander les modalités de paiement. Parce qu'en ce jour, on ne demande même pas aux gens de payer au prêt ou dans les mains de quelqu'un. Non. On demande aux gens d'aller payer dans les banques, dans les comptes des banques, dans des mutuelles, des microfinances, là où l'État a un compte. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens font? L'argent percepteur est seulement. Je vous écoute, Germain. Merci. Je venais de lever la main, Monsieur Symphorien. Désolé de vous interrompre. Oui. Juste pour signaler qu'il vous reste 3 minutes pour votre intervention. Si vous pouvez voir comment conclure. Peut-être que d'autres informations, vous aurez à les donner en répondant aux questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je continue. Je vais juste résumer. Voilà pourquoi j'ai dit que le sujet est tellement large que l'on va continuer. Parce que là, nous ne sommes encore que seulement au cadastre minier. Le cadastre minier, c'est lui d'ailleurs qui vend les carrés miniers dont vous écoutez. Les carrés miniers se vendent selon les critères se retrouvent là-bas au cadastre minier. Selon les hectares, les cadastres miniers vendent selon les hectares et les coûts par rapport au gisement que vous avez découvert. Et c'est là que vous trouverez des mots. Mais ça commence déjà à partir de 80. Donc, un carré minier doit commencer à partir de 84 hectares, dans ce sens-là. Et ça peut commencer à 5 000 $, l'acquisition d'un carré minier, 5 000 $ par exemple. Et lorsque vous achetez un carré minier et que vous le revendez, un carré minier, vous le revendez à quelqu'un, vous devez payer. Vous devez payer encore de l'argent qu'on appelle la royalty. La royalty, c'est lorsque vous avez des carrés miniers et que vous les revendez, vous payez 1% de toute votre transaction. Parce qu'en tant que fiscaliste, il faut que vous ayez ces idées-là. Il ne faudrait pas que vous pensiez que c'est ça la tracasserie. Non. L'organisation et le respect de tout ça permettent le développement, permettent votre propre encadrement. Maintenant, ça, c'est le cadastre minier. Et lorsqu'il faut parler de l'exploitation artisanale, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus très important pour vous, parce qu'il y en a qui vivent là chez nous. Là, chez nous, il n'y a pas beaucoup de mines, mais il y a assez trop de zones d'exploitation artisanale. Le ministère des Mines institue des zones d'exploitation artisanale. Je vous ai dit ici que le cadastre minier travaille avec des satellites. En travaillant avec des satellites, il délimite des zones d'exploitation minière. Et lorsqu'ils vendent pour des exploitations industrielles, on vend ça en carré minier. Mais il y a une délimitation au ministère des Mines qu'on appelle zone d'exploitation artisanale. On appelle ça ZEA. Ça, c'est géré par le SAEMAP.
les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle. La CMAP, c'est délimiter les zones d'exploitation artisanale. Maintenant, une fois ils ont délimité ça dans les zones d'exploitation artisanale, ils organisent les exploitants et payent à la CMAP. C'est-à-dire, un exploitant vient, il achète ce qu'on appelle les carrières. Maintenant, là, ils achètent des carrières. Et quand ils achètent des carrières, les exploitants, donc quelqu'un peut avoir dans une ZEA une carrière et avoir autant d'exploitants. C'est-à-dire, dedans, vous pouvez trouver tel exploitant. Dans un carré minier, vous pouvez trouver tel exploitant. Ça peut aussi arriver que dans un carré minier, il n'y a qu'un seul exploitant. Maintenant, ces exploitants utilisent les créseurs. Les créseurs et payent aux directions provinciales parce que cette taxe, l'accessibilité, donc il faut un permis donc comment on appelle ça, une carte de créseur. Pour être identifié dans une carrière, il faut avoir la carte de créseur. Et ça, c'est la compétence du gouvernement provincial. Et c'est là qu'il faut payer pour acquérir l'identité. Vous payez là-bas. Dédé, les exploitants sont organisés en mutuelle qu'on appelle coopérative minière. Tout ça pourquoi? Pour renforcer la traçabilité et le contrôle de la fiscalité. Les créseurs et les exploitants amènent leur matière à la mutuelle ou à la coopérative. Mais dans la plupart des cas, ils amènent toujours avec sous-estimation. Donc, quelqu'un peut tomber sur 10 kilos d'or, il présente 2. Et le reste, il sait comment le faire. Et c'est à ce moment-là que la CMP intervient. Les coopératives s'organisent pour aller vendre. Vendre où? Au comptoir. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Nos frères Banande, ils trouvent beaucoup d'or à Boutembo et à Bounia là-bas. Ils mettent de l'or dans des pneus, ils traversent avec ça. Et ils vont vendre en Ouganda. Voilà comment les gens certifient cet or produit en RDC, mais certifié, vendu en Ouganda, et c'est l'Ouganda qui vient producteur. Et vous allez vous-même commencer à dire, oh non, on exploite pour nous et tout ça. Et c'est ça le vrai problème. Vous ne voulez pas suivre la traçabilité, vous ne voulez pas respecter les organes que l'État a prévus. Mais vous voulez, votre ego est en train de perdre le pouvoir d'État, l'ego des Congolais. C'est-à-dire, les gens sont organisés en réserve autour des exploitants. Ces exploitants s'organisent en coopératives minières et les coopératives minières vendent au comptoir. Et les comptoirs sont supervisés par un service que j'ai expliqué ici, qu'on appelle service d'expertise, d'évaluation et de certification de matière. C'est au comptoir qu'on sait que, oh, voilà, réellement, c'est de l'or ou ce n'est pas de l'or. Ou c'est des wolframites ou ce n'est pas. C'est au comptoir qu'on sait ça. Et le comptoir a un agrément. Cet agrément, on le paye où? On le paye au CEC. Voilà comment se trace généralement la fiscalité de la RDC pour renforcer la traçabilité et le développement en RDC. Et donc, vous trouverez, qu'est-ce qui a cloché par exemple dans les contrats miniers avec les Chinois, au Katanga et à Lualaba. Les Chinois, on leur accorde le permis d'exploitation en dehors des données qu'ils ont trouvées pour 5 ans ou 10 ans. Voilà pourquoi si vous avez écouté Moïse Gatou me dire est-ce qu'il y a encore des mines à vendre. Parce que les Chinois maintenant avec la technologie, ils viennent, ils exploitent, au lieu d'utiliser 10 ans, ils exploitent en 2 ans, ils ont terminé les gisements en question. Avec les matériels qu'ils ne présentent pas. Parce qu'ils présentent des matériels qui vont aller jusqu'à 10 ans, mais ils trouvent avec la technologie des matériels leur permettant de travailler jour et nuit. Au lieu de 10 ans, en 3 ans, ils vont épuiser les gisements. Maintenant, tu vois le manque à gagner. L'État a planifié
la perception dans cette exploitation pendant 10 ans. Maintenant, en 3 ans, ils ont tout accumulé. Et lorsqu'ils se retrouvent, il reste peu, ils revendent la mine ou les carrés miniers. Mais quand ils font tout ça, c'est avec les Congolais. Quand ils font tout ça, c'est sous l'œil des agents de l'État ayant censé les contrôler. Nous avons encore un devoir de nous prendre en charge et de nous approprier les réformes de l'État et les organes pour que nous permettions maintenant de demander, d'exiger à l'État de mettre tous les moyens. Mais nous devons aider l'État à recouvrer ces moyens. Parce que lorsqu'on fait ces raccourcis, malheureusement, c'est avec nous, c'est avec notre complicité. Que cela soit les agents de l'État, que cela soit les créanciers, que cela soit les exploitants. Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'on va déclarer les matériels, on déclare telle catégorie de tracteurs qui vont être utilisés, on a même une autre catégorie. Quoi. Je crois généralement que j'ai donné l'essentiel de ce que je pouvais, parce que tout ne peut pas se terminer aujourd'hui. Merci beaucoup, Germain. Merci infiniment, Monsieur Symphorien. Chers participants, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir pour notre intervenant, pour l'encourager et le remercier pour la matière consistante qu'il vient de nous donner, pour le temps qu'il a pris pour partager ses connaissances avec nous. Merci beaucoup à ceux qui réagissent. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Vous avez été très patients et vous avez donné du temps à notre intervenant du jour de nous présenter la matière qu'il a prévue. Et voilà, Monsieur Symphorien, nous vous disons infiniment merci. Nous sommes très contents et vraiment reconnaissants. Même si le temps, il n'a pas trop joué ou il ne joue pas trop en notre faveur, parce qu'il ne nous reste que 22 minutes maintenant pour clôturer notre séance. Voilà, nous allons y aller rapidement pour collecter les questions de nos différents participants, nos différents invités. Merci déjà à ceux qui sont en train de lever leurs mains pour poser des questions. En fait, au moment de l'intervention, le chat était bloqué parce qu'on vous a prévenu dès le départ que le webinaire était enregistré. Mais maintenant, le problème est résolu. Il y a plusieurs qui m'ont signalé qu'ils avaient besoin de poser des questions, mais que le chat ne réagissait pas. On leur envoyait leur message. Maintenant, c'est réglé, donc vous pouvez poser vos différentes questions. Je vois, il y a déjà 3 personnes qui ont levé, 4 maintenant, qui ont levé la main pour poser les différentes questions. Merci de votre réactivité. Nous allons y aller de cette manière. On va prendre en premier la question de Monsieur Lucien. Ensuite, nous allons prendre Monsieur Jean-Luc. Merci. Alors, après, nous prendrons la question de Monsieur Prudent. Et ensuite, je vois aussi la main de Mermoz. Je ne sais pas si c'est réellement son nom. Mais je vois Mermoz. Et à la fin, on va prendre, je vois l'autre main, Monsieur Yves. Voilà, merci. Alors, on va y aller vraiment rapidement parce qu'il n'y a pas trop de temps, il n'y a plus trop de temps. Monsieur Symphorien, en attendant, le temps que les invités sont en train de poser des questions, si vous pouvez fermer le micro. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous allons y aller comme je viens de citer. Monsieur Lucien, vous allez commencer. Ensuite, Monsieur Jean-Luc
puis M. Prudent, M. Mermoz et M. Yves. Ce sera ça pour la première série de questions. Monsieur Bestran, je vois aussi votre main levée, mais ce sera pour la deuxième série, pour qu'on puisse y aller par série de 5. Merci beaucoup. En attendant, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, un complément, comme le chat est maintenant accessible et ouvert, vous pouvez toujours y noter vos questions et elles vont trouver leurs réponses au fil des échanges. Merci et j'accorde la parole à Monsieur Lucien. Bien, merci pour la parole accordée. Je rappelle que je suis Lucien Jimba, du mouvement citoyen Jeune Leader pour le changement. Alors, j'avais une petite question, ou deux ou une, qui cadre avec la situation que la population ne cesse de traverser à Walikale avec Alpha Mine. L'intervenant a bien souligné qu'au village, il n'y a pas de chômeurs. Tout le monde vit à cause de cette forêt-là. Mais aujourd'hui, Alpha Mine exploite Bissi. Il y a eu un peu des irrégularités dans l'exécution de leur tout premier cahier de charges. Les organisations de la société civile ont alerté cette situation, mais jusqu'à présent, cette situation n'est pas encore réglée. Alors, je voudrais poser la question à l'intervenant. En dehors de la fiscalité, comme vous l'avez dit dans votre speech, il y a aussi le cahier de charges. Comment la population peut se comporter ou la communauté locale peut se comporter lorsque la société n'exécute pas son cahier de charges, malgré que les solutions sont posées dans le code minier, mais que cette société se comporte comme géante parce qu'elle a beaucoup de moyens, elle peut tout faire pour étouffer la situation. Comment la communauté peut se comporter pour gérer cette question, non seulement qui met à l'aise et qui freine le développement de cette entité? Ça, c'est ma première question. La deuxième question est que qu'est-ce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, organisation, nous pouvons faire pour que l'État, parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, on paye la redevance minière à 3 niveaux. Il y a au niveau local, au niveau provincial et au niveau national. Mais la population du lieu où on exploite ou de l'entité où on exploite ne cesse de s'acharner de ne pas voir l'impact de cette exploitation, de l'exploitation même des redevances minières qui sont payées non seulement au niveau local, mais aussi au niveau provincial et au niveau national. Le paie là qu'on envoie au niveau national, on ne fait pas ce que la loi prévoit. La rétrocession n'est pas vraiment bien comprise. Alors, je voudrais que l'intervenant nous aide ici avec des expériences et d'autres choses. Qu'est-ce que la population peut faire lorsque même la rétrocession là qui devrait subvenir à la population ne vient pas et le paie là qui devrait faire quelque chose. Voilà au moins mes deux petites questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lucien, pour votre question. Monsieur Symphorien va répondre à toutes les 5 questions d'affilée. Comme ça nous aide à avancer rapidement. Du coup, nous passons à Monsieur Jean-Luc. Vous avez la parole pour poser votre question. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je rappelle que je suis Jean-Luc. Je suis d'Abidjan, en Afrique. Alors moi, je ne sais pas si c'est une question ou une suggestion ou quoi. Bon, je voulais seulement poser à M. Symphorien parce qu'il a bien expliqué la procédure d'exploitation minière. Maintenant, moi, je suis, la partie où il a parlé de Mongwalu, c'est là où je suis, on exploite de l'or, je vois les Chinois, ils exploitent. Alors, il y a des grands défis. Moi, je voulais seulement lui demander quelle stratégie, parce qu'il a évoqué la population, il a évoqué que c'est nous-mêmes, les Congolais, qui contribuons au vol des minéraux, parce que les Chinois, ils exploitent, parce que moi, je vois en quantité, la quantité de kilos d'or qu'ils sont en train d'exploiter ici.
Alors, quelle stratégie vous pouvez donner à ces institutions-là qui contrôlent, qui octroient le certificat d'exploitation? Parce que c'est pendant beaucoup des années, les gens, les Chinois, ils exploitent et ils volent parce que seulement l'État, ils donnent les certificats et ils ne font pas la suivi. Maintenant, le cadastre minier, vous avez dit, il a des inspecteurs. Maintenant, je ne sais pas quel travail ces inspecteurs font. Alors, je voulais maintenant qu'il puisse nous expliquer un peu quelle stratégie, lui, parce qu'il a évoqué tous ces éléments-là. Maintenant, qu'est-ce que lui, il peut proposer comme solution afin que tous ces magouilles-là puissent se terminer. Voilà, parce que même là où je suis, vous allez voir, il n'y a même pas d'école, donc il n'y a presque rien. Ce sont les Chinois eux-mêmes qui amènent des machines pour couper des routes parce que c'est dans la forêt. Alors, tout ça, c'est parce que l'État ne fait pas la suivi. Et puis, moi, je me demande aussi pourquoi nous avons l'Office des routes. Si les Chinois, ils amènent des machines là, maintenant, l'Office des routes, quel est son rôle? Ces machines, on peut aussi les acheter et nous, Congolais, et nous pouvons exploiter comme les Chinois aussi sont en train d'exploiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc. Je voulais signaler un aspect important pour des questions d'archivage. Si, après avoir posé votre question verbalement, oralement, vous pouvez également la noter dans le chat, s'il vous plaît. Cela va nous permettre de les avoir telles que vous les avez exactement posées pour des raisons juste d'archivage. Merci beaucoup. Nous allons passer à Monsieur Prudent. Bienvenue et vous avez la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Prudent, je suis expert en traçabilité minière. J'avais une petite question, vraiment une petite question. Quelles sont les difficultés que notre gouvernement a pour l'encadrement de l'artisanat minier? C'est vrai, ils ont demandé à ce que les gens se mettent en ordre, mais et de leur côté, est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas là? Ils abandonnent carrément l'artisanat minier. Je crois que je m'arrête par là. J'avais beaucoup d'autres sous-questions, mais j'estime que le temps ne nous a pas laissé le choix. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Prudent. Juste, comme je viens de le dire, n'oubliez pas de noter la question aussi dans le chat. Merci. Monsieur Mermoz, vous avez la parole, mais aussi n'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous dire votre vrai nom, ou si c'est celui-là. Merci, vous avez la parole. Monsieur Mermoz, s'il vous plaît. Ouais, merci beaucoup. Vous m'écoutez? Oui, nous vous captons très bien. Voilà. Et Mermoz Patrick Itumbe, c'est mon nom. Je suis TDR de formation de l'ISDR Bukavu. En fait, ma question se range à côté de mon ami qui vient de parler aussi sur la question des cahiers des charges, parce que je voulais savoir également, parce que à part les cahiers de charges, il y a aussi la dotation des 0,3% que les entreprises doivent donner ou doivent donner part pour ce qu'on appelle de la responsabilité sociétale des entreprises pour récompenser cette population aux effets de l'exploitation. Comment et si ça ne se passe pas, pourquoi? Parce que dans les zones au moins qui sont proches de nous, et moi j'ai fait mes recherches dans l'exploitation, on trouve vraiment cette difficulté selon les témoignages des gens. Ils ne savent pas si réellement cette somme est versée où. Et surtout que les cahiers des charges, en réalité, vraiment n'est pas applicable dans nos territoires où il y a l'exploitation. Que faire? Parce que vous avez soulevé vraiment des questions sur les règlements. Bien sûr que nous avons vraiment les législateurs congolais, c'est un bon législateur parce que il montre même la part de tout le monde. Donc tout le monde se trouve, tous les acteurs se retrouvent vraiment dans l'exploitation.
mais ce qui n'est pas applicable sur le terrain. Et c'est là où vraiment ça me choque beaucoup de voir s'il y a vraiment, il y a seulement une catégorie de personnes qui bénéficient de l'exploitation, alors que, bien que l'État, comme vous avez parlé de l'article 9, mais vraiment la population, l'État travaille au compte de la population. Parce que vraiment tout ce qui se passe, s'il y aura des accords et tout, ça se fait, on cherche toujours où est l'intérêt de la population, de la communauté. Mais comment nous allons parler de cet État sans la population? Alors que dans l'exploitation, vraiment, où vous avez parlé des scandales géographiques, mais sinon, vraiment, on peut les qualifier aussi de scandales sociaux parce qu'il y a vraiment cette théorie-là de malédiction des ressources. Nous avons des ressources naturelles, mais qui ne profitent pas vraiment à la population. Il y a toujours une pauvreté à outrance. Voilà ma question. Quels sont vraiment, parce que nous devons quitter des théories, des discours donc, dans l'action. Qu'est-ce qui empêche à ce que tout ce que nous venons de dire là, tout ce qui est dans les règlements miniers, les codes miniers, ne puisse pas s'appliquer sur le terrain? Qu'est-ce qui empêche? C'est ça ma question. Parce que Monsieur la question que Mermoz, vous avez... Oui. s'il vous plaît, je crois, si c'était ça votre question, je crois que Monsieur Sinfo l'a déjà bien noté. Ouais. Je voulais également souligner que cette situation-là des Chinois, ça s'observe même partout. Et même, j'ai enquêté les gens ici, ils m'ont parlé de cette même réalité des Chinois qui exploitent à travers les permis d'exploitation, les permis de recherche, les certificats de recherche. Alors que donc les autorités savent cela. Alors, est-ce que c'est là où il y a la complicité est vraiment sur base seulement de la population ou aussi l'État aussi fait et donc est dans cette complicité? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Merci pour tous les éclaircissements. Je rappelle juste à Monsieur Jean-Luc, Monsieur Lucien aussi, et vous aussi, Monsieur Mermoz, juste de ne pas oublier de noter dans le chat les questions que vous avez posées. Merci beaucoup. Pour finir la série, nous donnons la parole à Monsieur Yves. Vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je suis Monsieur Yves Wangala, là, je suis juriste et chercheur en droit minier. Alors, la question que j'aimerais poser à Monsieur Sanfo est celle de savoir est-ce que la procédure pour obtenir les documents pour procéder ou pour l'exploitation industrielle et pour l'exploitation artisanale sont le même? Est-ce qu'on a besoin de mêmes documents pour procéder à l'exploitation artisanale ainsi qu'à l'exploitation industrielle? J'aimerais avoir la différence au cas où il y en a. J'aimerais savoir en deuxième lieu, lorsqu'on procède à l'achat d'un carré minier, est-ce qu'il faut nécessairement commencer d'abord par les recherches ou déjà il y a au niveau du cadastre minier, il y a déjà une cartographie de zones où on peut retrouver des minerais, où on peut procéder à l'exploitation minière, où il faut d'abord commencer par procéder à, disons, avoir des documents. Il faut d'abord commencer par les recherches, ou sinon, déjà, au niveau du cadastre minier, on sait de quel endroit si vous achetez un carré minier, et je peux déjà obtenir on peut trouver des minerais là-bas. Alors, la troisième question, c'est par rapport au cahier de charges. Quelle est l'entité qui est chargée de faire le suivi pour qu'on puisse se rassurer du respect des cahiers de charges? Ce sont ça mes questions. Vous allez m'excuser parce que je suis venu en retard. Peut-être que ce sont donc, mes questions se rapportent au sujet qui a déjà été abordé bien avant. Et peut-être que je n'ai pas suivi. Merci beaucoup pour ne pas monopoliser la parole. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Yves, pour vos différentes questions. Veuillez aussi les noter par la suite dans le chat. Madame Il y a... Lecatene nous renvoie le message. Oh là là. D'accord, nous allons essayer de voir comment régler ça et on va vous revenir. Merci de l'avoir signalé. Je voulais dire, il nous reste normalement 4 minutes parce que nous tenons chaque fois, à chaque rendez-vous, de respecter votre temps au maximum. Et nous voulions vous demander si vous pourriez nous accorder 15 minutes supplémentaires. Cela pénalise peut-être certains, mais vu aussi la contrainte du temps, on ne sait pas si vous pouvez accepter que l'on prenne 15 minutes supplémentaires, c'est-à-dire que l'on aille jusqu'à 14h15 pour ceux qui sont à Goma, 13h15 pour ceux qui sont à Kin. Et comme ça, cela nous permet d'exploiter rapidement, d'avoir des réponses aux questions que nous venons de poser, mais aussi peut-être d'en avoir 2 autres supplémentaires pour ne pas léser ceux qui ont attendu tout ce temps pour intervenir. Si vous pouvez faire signe avec un pouce levé, si cela vous convient, ça va vraiment nous rassurer. Merci beaucoup. Merci pour vos réactions. Donc, nous allons accorder la parole à Monsieur Symphorien, qui va en 3 minutes ou 4 ramasser toutes les réponses rapidement à ces questions pour qu'on ait le temps aussi d'écouter les autres qui avaient déjà levé les mains avant. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher intervenant. Je n'ai pas, Madame Germaine, je n'ai pas bien saisi, j'espère que vous avez peut-être notifié, je n'ai pas bien écouté les questions de Yves Wangalala. Mais pourtant, il avait, au début, j'ai bien suivi que ses préoccupations me semblent très plausibles. Vous voulez parler de documentation ou quelque chose comme ça. Mais je vais devoir demander à d'autres gens de ne pas se répéter parce qu'il y a certaines questions qui reviennent ici. Ce sont des questions dont je trouve, par exemple, M. Mimosa a parlé de l'applicabilité de cette charte sur terrain. C'est la même question avec Lucien par rapport au cahier des charges. C'est et la redevabilité minière. Bon, parce que dans cette question-là, il a dit, bon, qu'est-ce que je le conseille de faire en tant que mouvement des jeunes? Et bon, je réponds à ces 3 intervenants, ces 3 questions de la même manière. Parce que bien qu'il a parlé d'un cas spécifique dans la famille. Vous savez, nous avons une certaine défaillance tous. J'ai bien dit et je me suis répété que nous avons tous la responsabilité de dénoncer. Les lois, lorsqu'elles sont faites pour tout le monde. Personne n'est au-dessus des lois. Lorsqu'on parle, bon, pourquoi l'État ne fait pas? Est-ce qu'on sait que chacun de nous s'appelle l'État? On demande, par exemple, je donne un exemple banal, on demande à chaque conducteur d'avoir un permis. Un permis de conduire, par exemple. Mais très peu de gens ne trouvent pas l'importance d'avoir ce permis de conduire. Vous dites, bon, ça va, mais lorsque l'État, enfin, ceux-là qui sont censés exécuter maintenant les mesures, organisent des bouclages pour des contrôles, on prend ça comme de la tracasserie. Il a posé la question, qu'est-ce que nous, les mouvements des jeunes, nous pouvons faire? Ce que nous pouvons faire, c'est de nous organiser. Les charges, comme vous voulez dire, les charges, lorsque une mine fonctionne, il faut leur accorder le temps. On ne peut pas construire des écoles en un jour. Non. Vous avez demandé où est-ce que, quelqu'un a posé cette question, où est-ce qu'on met l'argent là, les 3%? D'abord, les charges sont définies ensemble. J'ai ici dit que ce sont les organisations
de la société civile de chaque communauté où se trouve la mine, les organisations de la société civile. Dans ces organisations-là, il y a différents départements. Il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a les élites, il y a les chefs coutumiers. Tous sont dans cette organisation de la société civile. Et ces gens-là sont eux qui participent à 70% dans la commission exécutoire de la gestion de ces 3%. Où sont logés ces 3%? Dans les comptes que votre commission, ensemble, vous allez décider. Parce que il y a un président de la commission. Et ces réformes n'ont commencé que l'année passée ici. Ces réformes, parce qu'il y a des lois, quand la loi est votée, mais son application prend aussi du temps. Parce qu'il faut aller marier les réalités du terrain avec les règlements miniers. Ce n'est que vers 2022, je crois, ça doit être 2022-2023, c'est 2023 d'ailleurs, où on a commencé l'applicabilité de la gestion de ces 3%. Donc, les 3% doivent être versés dans un compte qui n'est pas un compte de l'État. C'est un compte ici de la commission qui est composée, comme je l'avais dit, composée par la direction de protection et de protection environnementale minière. Il y a un membre du ministère des Affaires sociales. Il y a les membres du ministère de l'Environnement par son agence environnementale. Et les autres membres sont les membres de la société civile. Ils élisent une commission ou ils élisent un président qui exécute. Vice-président et normalement, ils vont jusqu'à 9 membres dans cette commission. Ce sont eux qui ouvrent les comptes où la société doit verser de l'argent. La société doit verser de l'argent au fur et à mesure la société est en train de financer. Nous supposons par exemple que la société a présenté un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars. Mais les 10 millions de dollars ne sont pas déjà exploités. Vous n'allez pas demander à une société de dépenser tout l'argent qu'il a avant que lui-même ne fasse son objectif. Donc, au fur et à mesure, il est en train d'exploiter, de ces volumes d'exploitation, il verse 0,03%. Et de ces 0,03%, c'est vous qui définissez les charges par rapport à la compensation. Vous, la société civile, c'est vous qui définissez les charges. À ce moment-là, je suis en train de répondre aussi à Alpha Mine, qui ne s'est pas respecté. D'abord, il y a une situation qui est très spécifique à Walikale, parce que vous avez posé la question, où est-ce qu'on met cet argent? On met cet argent dans les banques. Ça ne se gère pas entre les mains des gens. D'ailleurs, les patrons de ces mines, les patrons de ces sociétés n'acceptent jamais de donner l'argent en main propre. Donc, c'est quand il y a un compte, ils vont virer l'argent là-bas. Et cet argent maintenant est géré par la commission que vous avez constituée par rapport aux priorités. C'est quoi la priorité? J'ai expliqué ça. Donc, Yves m'a posé une question qui a été tellement plausible. Est-ce que tous les documents se trouvent au cadastre minier? Non, non, non. L'exploitation industrielle, vous ne pouvez pas vous en passer du cadastre minier. Mais le cadastre, il a posé des questions. D'abord, où est-ce qu'on trouve tous les documents? J'ai bien répondu à cela parce qu'il y a, pour les exploitations industrielles, vous allez au cadastre minier. Pour les exploitations artisanales, vous allez au SAEMAP. SAEMAP, service d'encadrement et d'exploitation et de l'exploitation minière artisanale à petite échelle. Ils vont vous donner les renseignements. Les SAEMAP est représenté à chaque niveau provincial. Ils ont des bureaux, même dans le territoire, ils ont des bureaux. Donc, si vous allez là-bas, on va vous donner toutes les modalités possibles pour l'exploitation artisanale. Mais pour l'exploitation industrielle, c'est seulement à la direction des mines avec le cadastre minier. On fait toujours par rapport à la délimitation, parce que nous, les forestiers, vous savez ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Moi-même là, j'ai fait partie. Je suis en train de vous dire ici que nous avons, les grands-pères ont tout un domaine là depuis des 20 km. Oui, vous avez bien dit, le cadastre minier a déjà
cartographier toute la République démocratique du Congo. Maintenant, si je veux procéder à l'exploitation à partir de notre domaine, je dois aller chercher les papiers au cadastre minier. C'est à partir du cadastre minier, et là, je n'ai pas touché, qu'on va vous dire, bon, voilà, d'ailleurs, dans votre domaine, il y a déjà un permis d'exploitation ou d'exploration. Et on va vous dire qui l'a fait, quand l'a-t-il eu. Et c'est ça la source des conflits maintenant. Parce que moi, je sais que c'est notre domaine. Maintenant, il y a un aventurier qui est passé parce qu'il lui connaît les principes. Il est venu au cadastre minier, Dieu seul sait comment il a fait, il a un papier. Maintenant, moi, je ne peux plus accéder à mon domaine. Ah, c'est la guerre qui commence. Il n'y mettra jamais pied. Donc, c'est ça. La cartographie, pour les mines, ça se trouve, bon, normalement, toute la cartographie du sous-sol est au cadastre minier. Mais la gestion foncière, pour les gisements et pour les exploitations minières industrielles, c'est au cadastre minier. Tandis que la gestion par rapport à la délimitation, par rapport à la cartographie sur l'exploitation artisanale, c'est fait dans ce que j'ai appelé ZEA, zone d'exploitation artisanale. Et c'est la direction des mines qui délimite ça par les SAMAP. Les CMAP va vous dire, bon, vous êtes dans telle zone d'exploitation artisanale. Je ne sais pas, bon, il y a la question de prudent en traçabilité minière que je n'ai pas retenu par rapport à la connexion et il sortait entrecoupé, je n'ai pas pu retenir. Je crois que Mme Germaine peut me rappeler, je ne sais pas si il parlait de quoi. Mais sinon, je crois avoir répondu aux 5 préoccupations. Pour gagner du temps. Je reprends ma question. Je reprends ma question. Quelles sont les difficultés que le gouvernement a pour l'encadrement de l'artisanat minier aujourd'hui, en date d'aujourd'hui? Je crois que c'était la question. Voilà, merci. D'ailleurs, c'est à partir de toi que je me rappelle aussi de la question de Jean-Luc Amungwal. Bon, le gouvernement a un problème. L'appropriation des mesures, l'appropriation des réformes, l'appropriation des lois. Non député, personne ici dans ce forum ne peut me dire qu'il a vu un jour un député venir expliquer la loi à ses secrétaires. Maintenant, vous vous acharnez sur ceux-là qui doivent faire exécuter cette loi. Ce sont les percepteurs. Il n'est pas là, ce n'est pas son travail. Le travail d'explication des lois, c'est le législateur qui explique l'importance de cette loi. Mais quand on m'amène, moi, je suis un percepteur, je suis un contrôleur, je viens juste exécuter. C'est que vous êtes, voilà pourquoi il y a le principe de dire, nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est la première difficulté. La première difficulté est que les gens ne s'approprient pas les lois et les réformes. C'est la première difficulté. Parce que là, on parle de l'État. Et l'État, c'est nous tous. Bien entendu, il y en a ceux qui sont exécutants. Et souvent, nous avons tendance à rejeter la charge auprès de ceux-là qui exécutent, sans ne pas penser que ceux-là, en amont, qui ont conçu les lois, ne vous expliquent pas ces lois-là pour vous en approprier. Ça, c'est de 1. De 2, j'en ai quand même posé la question. Quelle est la difficulté? La difficulté est que ces Chinois-là, à partir des permis d'exploration, les certificats de recherche, ils exploitent déjà. Et lorsqu'ils exploitent, j'ai dit ici, ils exploitent en connivence avec les Congolais. Les Congolais ont le droit de dénoncer, d'expliquer que voilà, dans la recherche, ces gens-là ont commencé à amener des machines. Maintenant, vous vous contentez de dire, bon voilà, ils ont, juste pour la recherche, ils amènent des machines, ils créent des routes. Non, ils ne créent pas des routes pour la recherche. Donc, ils sont déjà dans la phase d'exploitation. Et vous, les mouvements des jeunes, vous avez parlé quelque part là, qu'elles doivent faire nous, les mouvements des jeunes. Les mouvements des jeunes ont le rôle de dénoncer, de faire des plaidoiries auprès des autorités compétentes, expliquer avec preuve que telle société était en phase de recherche, maintenant ils ont commencé à exploiter. Voilà ce qu'ils ont trouvé, voilà ce qu'ils font déjà. Et à ce moment-là, les fonctionnaires corrompus qui veulent continuer à garder cette histoire comme ça sont aussi dénoncés. Malheureusement, si c'est votre frère, vous n'allez pas les dénoncer. C'est comme ça que nous nous entretenons. C'est comme ça que nous entretenons notre misère.
Parce que lorsque vous laissez ces gens en train d'exploiter, ils n'ont pas droit de faire un cahier de charges. Quel cahier de charges ils vont faire? Ils ne sont que dans la phase de recherche. Ce n'est que quand ils sont dans la phase d'exploitation qu'ils ont maintenant un cahier de charges. Et ce cahier de charges, c'est vous qui le définissez, bien entendu, avec les agents du gouvernement. Parce que ce sont ces agents-là qui vont superviser l'exécution de ce cahier de charges. Quand vous laissez les gens exploiter alors qu'ils sont dans la phase de recherche, c'est vous le premier perdant. C'est vous le premier perdant. Ça, c'est... Donc, et M. Jean-Luc a demandé pourquoi, c'est celui de Mongol, celui de Mongol a dit pourquoi l'office de route, d'abord, au départ, n'est pas chargé de créer les routes. L'office de route a le rôle d'entretenir des routes qui sont déjà créées. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Vous n'allez pas demander à l'office de route de créer les routes. Non. L'office de route, son rôle, son objectif est d'entretenir une route déjà créée. Et qui crée les routes, bien entendu, c'est l'État avec... bon, est-ce que l'État, c'est un tout? L'État, c'est un tout. Avec vous, la population, c'est déjà l'État. Les communautés, on sait la traçabilité. Il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup d'organes. L'État est bien organisé. S'il faut créer une route, il faut une agence de grands travaux. Vous trouverez l'agence de grands travaux, l'AGCT. Ça va venir là-bas pour des grands travaux. Et quand bien même ils n'ont pas de machines, ils vont chercher, ils vont faire les partenariats publics-privés pour le faire. Mais l'office des routes n'a qu'un seul rôle, l'entretien des routes de dessertes agricoles. Et en ville, nous avons l'OVD, l'Office de voirie urbaine. Donc, c'est ça le rôle. Et c'est ça la différence. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux y avoir autre chose. Si je n'ai pas répondu, la difficulté de l'État, M. le Président, c'est celle-là. La difficulté de l'État, nous avons la difficulté socio-sécuritaire, par exemple, pour le Sud Kivu et le Nord Kivu. Et partout où il y a des groupes armés, ça c'est la première difficulté, parce que déjà l'État a déjà adopté la décentralisation. La décentralisation, c'est le fait d'approcher les gouvernants des gouvernés. C'est-à-dire les représentations de tous ces services dont je suis en train de vous parler se trouvent à chaque niveau, que cela soit à Mitoua, que cela soit à Mississi. Ces services dont je suis en train de vous parler sont là-bas. Et vous savez pourquoi nous sommes en train de nous promener dans ce forum? C'est pour vous enrichir, pour que vous sachiez orienter vos plaidoiries et vos revendications. Maman Germaine, je crois avoir répondu à toutes ces questions. Merci infiniment, Monsieur Symphorien. Chers amis, est-ce qu'on peut une fois de plus encourager notre intervenant du jour pour sa riche contribution? Merci beaucoup à ceux qui réagissent. C'est très encourageant de votre part. Comme nous vous avons demandé 15 minutes, nous sommes déjà en train de les épuiser. Et c'est vraiment une désolation parce qu'à chaque moment, il y a tellement de questions, il y a tellement cet engouement, cette envie de parler, de s'exprimer, de poser la question et de donner aussi son avis. Vous ne m'avez pas accordé la parole à Kindu. Oh là là. Merci pour cette remarque, M. Gustave. En tout cas, je ne sais pas s'il faut encore demander d'autres minutes supplémentaires. Je ne sais pas si ce sera une bonne option parce que le temps nous tient vraiment à la gorge. Je vois plusieurs mains levées et comme j'étais en train de les recommander depuis le début. On consomme pour aujourd'hui, on consomme pour aujourd'hui, prochainement, et eu le temps de nous accorder tout le monde les paroles parce qu'on a beaucoup de choses à poser par rapport à ce que nous voyons dans ce secteur minier partout ici. Exactement. Merci vraiment beaucoup pour cette réaction. Pardon, Monsieur Jean Calvin? Le chat ne fonctionne pas. On pourrait même écrire sur le chat, mais ça ne fonctionne pas. Oh là là. En tout cas, aujourd'hui, cela a été une plainte
répétitive. C'est revenu à plusieurs moments. Les gens ont signalé que le chat avait un problème. C'est peut-être pour certains, parce qu'il y en a qui ont écrit dans le chat et ça a marché. Nous allons Madame Germaine, vérifier de quoi il s'agit. Oui, Monsieur Ahmed. je pense Oui. que nous avons aussi les groupes WhatsApp où ceux-là qui n'arrivent pas à écrire dans les chats peuvent écrire dans le groupe WhatsApp. C'est aussi une bonne option. On pourra lire et répondre après. Oui, oui. Merci beaucoup pour cet ajout et cette précision. Justement, comme il l'a dit, nous avons un groupe WhatsApp. Je crois que la majorité parmi vous y est. À chaque fois que l'on a un webinaire, parce que nous avons désormais ce rendez-vous régulièrement. Donc, si le chat ne fonctionne pas, s'il vous plaît, vous pouvez aussi noter dans le groupe WhatsApp et on va voir et y répondre. Mais pour aujourd'hui, nous ne voulons vraiment pas vous pénaliser. Et comme on a demandé 15 minutes, vous nous les avez accordées. Nous vous en sommes reconnaissants. Je crois qu'on peut, si vous permettez, on peut clore pour aujourd'hui. Et pour la main de Daniel, Micheline et Mermoz, pour les 3 mains qui sont levées, je ne sais pas. Je crois que nous pouvons vraiment fermer nos cœurs seulement pour aujourd'hui et tâcher prochainement de nous connecter surtout à temps pour avoir beaucoup plus de temps d'échange parce que les thèmes, ils sont vraiment intéressants. On aimerait passer toute une journée en train de discuter, mais il y a aussi des contraintes auxquelles nous devons nous plier. Je vois aussi la main de M. Emmanuel. Et je crois que si vous faites partie du groupe WhatsApp, pour ne pas vous rater, vous pouvez noter vos questions dans le groupe, s'il vous plaît. Comme l'accès est donné à tout le monde d'interagir, vous pouvez réagir dans le groupe. Le groupe est dénommé Webinaire Vijana Africa. Comme ça, M. Symphorien va répondre à partir du groupe. Cela va nous permettre de clôturer le rendez-vous d'aujourd'hui. Merci. Donc, les mains qui sont levées. Ok, merci. Nous prenons bonne note. Merci beaucoup. Nous prenons bonne note. Oui, vous pouvez juste écrire dans le groupe WhatsApp. Oui. Et M. Symphorien va prendre tout son temps. Au moins là, ce sera d'une manière posée. Il va prendre tout son temps pour répondre calmement à chacun. Et ça va être bénéfique pour les autres aussi qui sont membres du groupe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon début de week-end à tous. Merci. Voilà, nous allons passer vraiment à la conclusion de ce webinaire. Nous avons été avec M. Symphorien Zahera. Merci pour les réactions que vous êtes en train de faire depuis le début. Merci pour votre réactivité à tous. Vous avez été présents et très patients surtout. Malgré la contrainte du temps, vous avez été tolérants et avez accepté de participer avec nous d'une manière participative et très réactive. Monsieur Rodrigue vient d'ajouter dans le chat le lien vers le groupe WhatsApp. Pour ceux qui n'y sont pas, nous vous prions s'il vous plaît de visiter le chat et d'intégrer le groupe WhatsApp pour que les échanges puissent continuer là-bas. Merci beaucoup à tous. En conclusion, nous sommes encore ensemble. C'est un rendez-vous régulier et nous allons nous retrouver le 5 décembre pour un autre webinaire. Et là encore, on aura l'occasion d'échanger, de nous enrichir mutuellement sur la thématique qui vous sera annoncée très prochainement au travers d'une affiche et des messages sur nos pages des réseaux sociaux. N'oubliez pas, c'est l'organisation Vijana Africa. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et intégrer le groupe WhatsApp de nos webinaires pour toujours être là avec nous à nos rendez-vous. Je vous remercie infiniment, Monsieur Symphorien Zahera. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous donne encore plus d'intelligence parce que nos participants ont vraiment apprécié votre maîtrise de la matière et ça a été très intéressant pour chacun et tout le monde a trouvé sa part.
Merci. On se retrouve dans le groupe WhatsApp et bonne suite de votre journée à tous. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Je remercie aussi la participation et les temps que tout le monde nous a accordé pour ça. Nous sommes là pour vous. Nous allons faire ensemble pour continuer de nous édifier. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Pareillement. Merci. 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 Merci beaucoup.